Bonjour à toutes et à tous, je suis Maïwan Oden, chargée de mission démarche alimentaire de territoire chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, on vous parle légumerie. Rapidement, une légumerie est un outil de transformation de légumes et de fruits bruts. Elle peut être intégrée à un site de restauration collective ou bien être une structure indépendante. Les légumeries peuvent être portées par des acteurs publics ou privés et avoir été intégrées dans différentes structures comme des SAS, des SARL, SKIC, CUMA et j'en passe. Les études d'Interbio et de PQNA ont permis de faire un état des lieux sur les outils de transformation existants dans notre région. Dû à leur potentiel effet de levier sur la relocalisation des approvisionnements de fruits et légumes, nombreuses sont les collectivités territoriales qui s'interrogent sur la pertinence de lancer ou contribuer à un projet de légumerie. C'est le cas de Bordeaux Métropole qui, dans le cadre de sa stratégie de résilience alimentaire et agricole, la SRA, souhaite entre autres favoriser une production locale, principalement bio, pour permettre l'alimentation au sens large de ses habitants. Écoutons Astrid Joubert, chargée de mission gouvernance alimentaire, et Patrick Papadato, vice-président de Bordeaux Métropole, délégué à la stratégie nature, la biodiversité et la résilience alimentaire. Notre objectif, c'est de dire est-ce qu'il y a besoin d'en faire un? S'il y a besoin d'en faire un, où est-ce qu'on doit le faire? On parlait tout à l'heure du MIN. Le MIN, c'est le marché d'intérêt national, un marché de gros appartenant au service public, dans lequel se réunissent des acteurs économiques, privés et publics de l'alimentation. Il permet notamment de diminuer le nombre des intermédiaires entre les producteurs et le consommateur. Le MIN, d'ici 2025, va engager des actions de travaux et autres. Ça va être un gros projet. Est-ce que le MIN a opportunité ou non possibilité d'accueillir un atelier de transfo? Est-ce qu'on doit être sur la transfo tout produit, c'est-à-dire 4e gamme surgelé, conserve, ou est-ce qu'on doit être sur de la transfo juste conserve parce qu'on considère que le reste est déjà en place? Voilà, on n'a pas de réponse claire en fait. On sait à peu près ce qui existe aujourd'hui. On sait à peu près les projets en cours, entre autres avec les deux études Interbio et PQNA. Maintenant, on veut juste se dire, bon, est-ce qu'il faut créer quelque chose ou pas en plus, ou s'il ne faut pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour alimenter ça? C'est-à-dire qu'en fait, la métropole, on est en appui des acteurs. On essaie de répondre à la demande des acteurs sur le terrain. Donc, c'est aussi les actions, elles sont sorties aussi des demandes des acteurs. On a essayé d'y répondre, mais au final, on est juste, la métropole, on est facilitateur. Pourquoi facilitateur? Parce qu'on a un réseau, on a un peu d'argent, de moins en moins, mais on en a. Ça permet de mettre en place des outils, des connexions. Mais l'idée, c'est pas que la métropole prenne la main sur tout, c'est juste d'aider les communes, les acteurs, les mettre en réseau. Pour illustrer l'étude de recensement des légumeries en Nouvelle-Aquitaine, nous avons décidé de confronter notre réseau au terrain en les amenant à Pessac, en Gironde, dans l'établissement social d'adaptation au travail Magellan. Là, nous avons rencontré Isabelle Bard, chef de projet restauration, agroalimentaire et développement durable chez ADAPI 33. Elle nous a fait visiter sa légumerie et expliquer son fonctionnement. La légumerie est créée en 2015 pour répondre à des problèmes de logistique que rencontrait le restaurant d'application de l'ESAT. Bordeaux Métropole et la région ont d'ailleurs montré leur intérêt en investissant dans ce projet novateur sur le territoire bordelais. La légumerie Pessac Magellan se fait livrer par un prestataire qui achemine les produits provenant à 80% de la Nouvelle-Aquitaine. Elle les transforme ensuite en produits de 4e gamme, c'est-à-dire qu'ils sont mis en sachet après lavage, épluchage et découpe, voire mis sous vide. Pour ces livraisons, elle a son propre camion. 80% vont à la restauration scolaire publique, avec 50% pour la cuisine centrale de Pessac, et le reste de ses clients sont privés. Après ce tour de la légumerie, on a commencé à parler problèmes, ou du moins des limites du modèle économique de la légumerie. Par exemple, la clientèle étant principalement la restauration scolaire, son activité se trouve rythmée par les vacances. Ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'était vraiment le groupement d'achat des collèges qui, pendant 1 an, en fait, avait fait un sourcing auprès de nous. En tant que légumerie, j'avais vraiment rencontré les chefs de cuisine, en fait, de plusieurs collèges. Et quand j'ai reçu, en fait, le cahier des charges, c'était un cahier des charges où on ne pouvait pas répondre parce qu'il fallait que l'on livre nous-mêmes tous les collèges de Gironde, ce qui est absolument impossible. Et il fallait que l'on vende tous les produits de 4e et 5e gamme en même temps. Voilà, donc notre outil n'est pas du tout conçu déjà pour faire la 5e gamme et on ne fait pas toute la 4e gamme. Donc là, voilà, donc, je crois que c'est cette expérience qui m'a marqué le plus parce qu'en fait, il y avait une volonté, j'avais l'impression que vraiment il y avait un travail en amont et j'y croyais. Et là, j'étais plutôt abasourdie. Si on loupe le coche, en fait, après, il faut attendre 3 ou 4 ans. Alors vous vous rendez compte en fait, heureusement que quand même pour une petite unité, heureusement qu'on n'est pas privé complètement, autrement on n'aurait pas tenu le choc d'à 33-4 ans. Bon, là évidemment on va focaliser là-dessus. J'ai un petit espoir puisque
Il y a un nouveau groupement, là c'est le Graal, donc c'est privé, ils sont une dizaine. Donc là, ils vont vraiment adapter le cahier des charges à ce qu'on peut faire, en fait, voilà. Donc s'il y a vraiment une volonté, une compréhension dès le départ, je me dis oui, peut-être, j'ai tendance à être optimiste, donc j'espère qu'on va y arriver. C'est comme ça, là, on se le dit, on se le répète, on l'entend. Acheter local, c'est acheter dans des petites structures, et les petites structures ne peuvent pas répondre à tout. Donc ça, il faut vraiment se le dire. Aujourd'hui, l'outil ne fonctionne qu'à 50% de sa capacité, en produisant chaque semaine entre 400 et 500 tonnes de légumes. Autant dire qu'aucune marge n'est faite. Et face à la concurrence, elle ne peut pas augmenter ses prix. Et c'est un cercle vicieux, car la structure manque de diversification commerciale. Sauf que pour capter la clientèle hors de la métropole, il lui faut des camions de livraison, ce qui coûte cher à l'investissement. Pareil pour diversifier ses gammes de produits, qui permettrait de répondre à plus d'appels d'offres. Cela implique d'investir dans du nouveau matériel. Autant de difficultés que les ZAD Magellan n'est pas seul à rencontrer. Mais alors, comment penser des légumeries au service de l'approvisionnement local d'un territoire ? Et quel est le rôle des services de restauration publique pour les légumeries en particulier ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité autour de la table Magali Colombet, responsable filière chez Interbio Nouvelle-Aquitaine, Camille Lacour, consultante chez Ecozept, à l'initiative d'une étude de légumerie en France, Astrid Joubert, chargée de mission gouvernance alimentaire à Bordeaux Métropole, et Isabelle Bard, chef de légumerie de l'ESAT Magellan. La légumerie de l'ESAT Magellan est privée, mais ce n'est qu'un exemple. Nous avons questionné Camille Lacour, qui grâce à son étude sur les légumeries, a pu rencontrer des acteurs qui portent des légumeries au statut juridique varié, comme des sociétés coopératives d'intérêt collectif, dites SCIC, ou encore des sociétés coopératives de production, des SCOP, dans lesquelles les collectivités peuvent entrer au capital. Elle nous a alors expliqué comment ce type de structure juridique peut apporter une solution à un territoire souhaitant monter un outil de transformation tel qu'une légumerie. Ce qu'on a compris, c'est que d'abord, une SCIC est une société au statut juridique similaire à une société anonyme, SA, ou société à action simplifiée, SAS, à laquelle a été ajoutée une caractéristique coopérative. Le premier point est donc qu'elle rassemble des acteurs privés et publics. Rappelons qu'une légumerie est un outil de production qui souhaite répondre à un besoin commun. La SCIC est donc un statut intéressant pour fédérer et installer une gouvernance partagée d'acteurs d'un même territoire. Le deuxième point est que pour la prise de la décision, c'est un acteur égale une voix, quelle que soit la part d'investissement. Cet investissement est d'ailleurs partagé entre des acteurs publics et privés, en autorisant le public à investir jusqu'à 50% de l'investissement initial. Le troisième point est qu'une part des bénéfices du fonctionnement de la légumerie va être mis en réserve pour constituer un capital propre collectif. Il est dédié à la légumerie ou à des projets annexes à la légumerie. Ce capital est impartageable. Aucun des investisseurs ne peut donc s'emparer individuellement du projet. Alexia Michou, ma collègue de mission démarche alimentaire de territoire, nous donne quelques exemples qui fonctionnent. Il y a certaines légumeries qui ont fait l'objet d'une étude approfondie par PQNA qui sont structurées en SCIC, notamment la coopérative du Born. Et ça les aide énormément dans le développement de leur activité. D'ailleurs, des citoyens aussi ont pris des parts dans la SCIC. Il y a vraiment eu un engouement au niveau local, ce qui leur a permis d'avoir des fonds pour se lancer et avoir un peu les reins un peu solides. Il me semble que c'est le cas aussi, si je ne me trompe pas, pour la légumerie Légumes Pro dans le sud des Landes, qui a été vraiment créée et co-construite avec le PTCE du Sud-Aquitaine. Donc c'est vraiment pensé dans un écosystème qui permet effectivement de garantir cette stabilité du modèle économique aussi derrière, quoi. Le choix du statut juridique est donc un facteur clé pour mobiliser les acteurs en permettant de conserver cet objectif commun de transformation d'aliments à destination du territoire. Dans tous ces acteurs qui investissent, quel rôle jouent les collectivités locales ? Est-ce que c'est elles qui entrent au capital ? Est-ce qu'elles ont plutôt un rôle d'accompagnement pour permettre à la légumerie de répondre au marché public ? Est-ce qu'elles sont là pour envoyer un signal aux filières ? Magali Colombet, responsable filière chez Interbio Nouvelle-Aquitaine, nous répond. C'est important d'avoir la collectivité pour 3 raisons. Déjà, effectivement, il y a un affichage politique qui montre la volonté de la collectivité. Ça reste quand même ça va rester le principal acheteur après derrière, on espère. Donc, il faut associer la collectivité. Il faut savoir que la collectivité, après aussi, elle peut être simplement appui financier, quoi. Il y a différents niveaux d'implication aussi dans la collectivité. Ça peut être partie prenante dans la gouvernance, ça peut être un appui financier. On a des mesures d'accompagnement à l'aide à l'investissement parce que, vous l'avez déjà dit, ce sont des investissements qui sont lourds et qui sont quand même assez difficiles à rentabiliser. Donc
c'est déjà un soutien de la collectivité. On a vu sur les dernières années beaucoup de projets de légumerie qui ont fleuri et qui ont fleuri par volonté de collectivité. C'est vrai qu'en tant qu'association interprofessionnelle, on accompagne des territoires à l'introduction de produits bio et en général, quand on va voir la collectivité, c'est la première chose qu'elle nous dit. J'ai réfléchi à mettre en place, j'ai la bonne idée, je vais mettre en place une légumerie sur mon territoire. Donc ça fleurit un peu partout et on se rend compte que finalement, les outils qui fonctionnent, c'est ceux qui aussi émergent d'un besoin aussi de l'amont, des filières. Il faut aussi qu'il y ait un potentiel de production sur place, une structure capable de planifier les besoins, planifier les productions, s'occuper de cette partie logistique qui est lourde et on l'a dit. Ce qu'elle ajoute, c'est qu'il est important de conserver une ascendance dans l'expression des besoins. Plusieurs outils sont déjà portés par des acteurs du privé ou des groupements d'acteurs. Et ça fonctionne. La collectivité est certes indispensable à associer en tant que soutien, mais elle doit faire attention à ne pas mettre à mal des projets déjà existants en arrivant avec un nouvel outil. C'est l'importance d'interroger son territoire, d'identifier l'existant et la demande. Et c'est nos rôles, nous, à structure de développement aussi, à remettre en lumière ce qui existe déjà et plutôt initier et pousser des partenariats entre structures. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps pour mettre justement plusieurs outils aussi sur la table pour voir s'il n'y a pas une complémentarité dans les gammes à chercher avant d'aller forcément créer un nouvel outil. Donc on est ravis que la métropole de Bordeaux fasse cette étude effectivement pour déjà faire un état des besoins et pas mettre à mal en fait les outils qui sont aussi déjà existants sur le territoire, quoi. Alors c'est très bien tout ça. Sur le papier, ça ne semble pas si compliqué. Une fois qu'on a choisi son statut juridique, comme celui d'une SCOP ou d'une SIC par exemple, qu'on connaît son marché par l'étude de faisabilité, le sourcing, une fois qu'est défini le besoin de la collectivité pour monter le projet, comme l'a fait Isabelle Bard avec la commune de Pessac. Mais alors, concrètement, pourquoi de nombreuses légumeries sont en perte ? Rares sont celles qui atteignent leur capacité maximale de fonctionnement. L'étude de Camille Lacour, menée sur 17 légumeries, le montre. Même avec des schémas de fonctionnement très différents, des surfaces variables, des choix de gouvernance adaptés aux établissements, cet outil semble lourd à porter. Pour fonctionner, une légumerie doit vendre ce qu'elle produit. Jusque-là, c'est logique. Sauf que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Le marché public a ses exigences en termes de prix, de quantité et de type de produit. Comment est-ce qu'on fait alors pour y répondre ? Alors, il y a quand même les deux volets, c'est-à-dire que, comme dit Isabelle, il y a quand même un travail en amont à faire avec la collectivité pour que, dans la rédaction de l'appel d'offres, en fait, on a déjà infléchi la personne. Ça fait partie de notre travail quand on accompagne un territoire. Après, c'est un marché public, donc il y a un système de notation, il peut y avoir peut-être des déconvenus, mais effectivement, la quatrième gamme, c'est une toute petite partie de la Restauco. Donc, si on veut cibler les aides de Magellan, du coup, on rédige son appel d'offres en fonction, de manière à ce qu'il puisse répondre. Et en parallèle, c'est vrai que du coup, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il faut des compétences quand même en interne pour pouvoir répondre à un appel d'offres. C'est quand même assez lourd. Donc on a des petites structures qui n'ont soit pas assez de temps pour faire de la veille et de la réponse aux appels d'offres, soit pas les moyens humains pour dissocier. Et donc, c'est vrai que cette idée de mutualisation, on l'a eu depuis le début de ces réflexions d'introduction de produits bio en restauration collective. Donc, ça a démarré dès les années 2010, où on a travaillé à la manière de différencier, surtout qu'on avait des structures, on parle des légumeries ici, mais on peut avoir aussi des structures agroalimentaires qui travaillent en parallèle avec la GMS ou la distribution spécialisée. On peut avoir des structures fruits et légumes frais qui travaillent aussi avec d'autres réseaux et qui ne sont pas spécialisées de la restauration collective. La proposition de Magali Colombet est de rassembler les compétences, par exemple, en créant des plateformes de mutualisation. Plusieurs structures s'organisent alors pour répondre à la demande, par exemple en s'appuyant sur un prestataire de logistique, et donc qui permet de conserver de la ressource humaine en interne pour faire de la veille, comme du sourcing. Astrid Joubert complète. Ce qui est important, je pense, pour aider les légumeries, mais tous les opérateurs économiques, c'est de se rapprocher des têtes de réseau, en fait, comme Interbio. Parce que quand nous, on rédige un marché public, bon, alors soit on a la volonté, effectivement, et on se dit, je vais regarder ce qui existe. Maintenant, c'est autorisé dans le code de la commande publique, cette phase de sourçage. C'est-à-dire, j'ai ce besoin-là, je vais voir ce qui existe. Alors, c'est peut-être ce qui a été mal fait pour le coup au groupement d'achat des collèges et lycées, parce que c'est un peu dommage. Après, il y a la volonté et la capacité technique à le faire. Mais du coup, je vais identifier ce qui existe et ensuite, je vais rédiger mon marché en conséquence, avec toutes les contraintes administratives que ça suppose. Un lot, 2 lots, 10 lots, etc. Mais c'est surtout l'intérêt des têtes de réseau, c'est qu'elles vont mettre en place des annuaires où accompagner les collectivités à se poser la question d'eux, organiser des salons. Donc, en fait, il faut aussi, en tant que collectivité, aller voir
et les opérateurs économiques qui puissent être présents en fait lors de ces salons pour que nous, collectivités acheteurs publics, on puisse se dire ah oui c'est vrai qu'ils existent. Du coup peut-être que quand je rédigerai mon prochain marché public, j'aurai identifié qu'ils sont présents. Enfin pour moi aider les légumeries, on peut le faire nous en tant qu'acheteurs publics parce que on va sourcer si on a envie de le faire et ça c'est pas le cas partout. Mais à l'inverse, les têtes de réseau ont ce rôle-là de faire la promotion aujourd'hui des structures sur le territoire. L'offre se tourne souvent vers la restauration publique scolaire. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser aussi aux autres débouchés, comme la restauration hors domicile ou la restauration privée? Camille Lacour. La restauration collective, ça va représenter un débouché important, mais c'est important de diversifier ces débouchés, notamment pour la saisonnalité de la demande de la restauration collective, puisque en juillet-août, on va avoir une demande inexistante, alors que c'est là où on a en fruits et légumes le plus de production. Et également de diversifier les débouchés, ça va permettre d'avoir différentes gammes de produits et notamment des 5e gammes, des gammes de valeur ajoutée plus importantes et donc avoir un modèle économique peut-être plus viable que tout mettre ses œufs dans le même panier, ce qui peut fragiliser vraiment le modèle de la légumerie. Magali Colombet propose comme débouché la surgélation, qui permettrait de répondre à des problèmes de saisonnalité. Alors, fruits et légumes confondus, c'est un besoin qui est entre 10 et 15 000 tonnes sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est quand même assez important. Et du coup, nous, tout notre intérêt, c'est qu'on s'est toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de rapprochement entre ces deux besoins, parce que le début de la transfo reste le même, le conditionnement final n'est pas le même, certes, et des fois, il suffit juste d'avoir ce levier IQF, surgélation, qui permettrait vraiment d'ouvrir le marché sur tout ce qui est agroalimentaire. Donc c'est vrai que ça permettrait effectivement de diversifier les débouchés. Et c'est surtout que moi, je trouve ça ridicule. On m'a redemandé une étude de faisabilité pour faire une légumerie avec surgélation dans le Lot-et-Garonne, alors qu'il y a déjà des outils qui transforment sur le territoire. Donc comment on peut faire pour soit faire évoluer les outils existants? Il faut savoir que cette partie surgélation, elle est très très coûteuse et consommatrice d'énergie. Et les prix, ça dépend des structures, mais il peut y avoir des prix plus ou moins bas. C'est aussi une piste que nous, on garde à l'esprit parce que ça permettrait effectivement, et notamment sur ce pic d'été dont on parlait, donc il y a le creux de l'été de consommation au niveau de la légumerie, et ça reste une demande sur ces produits-là sur un autre débouché. Donc restauration privée, agroalimentaire, et pourquoi pas imaginer un peu d'autres choses. Ce qu'on comprend donc bien ici, c'est que le marché est vaste et que la demande est présente, même parfois chez des acteurs que l'on oublie régulièrement dans le cadre des projets de relocalisation de l'alimentation, ceux de l'agroalimentaire. Eux aussi sont friands de production et de transformation locale. Par contre, cela implique du matériel, l'installation de nouveaux outils. Magali Colombet a mentionné la surgélation, qui permettrait d'ouvrir une nouvelle gamme de produits. La démultiplication des outils est une nouvelle grande question. Est-ce pertinent pour capter le marché public et privé? N'est-ce pas plus judicieux de s'orienter vers la mutualisation de compétences et d'outils pour favoriser la coopération? On pourrait alors imaginer la coopération de plusieurs légumeries. Le souci, c'est la question du partage des risques. Dans le cas d'un problème d'hygiène, par exemple, qui en est responsable? On en parle avec Magali Colombet. Il y a beaucoup de collectivités qui veulent aussi mettre en place des conserveries locales pour que les producteurs puissent avoir de la valeur ajoutée. Donc ça peut être effectivement un débouché. Après, dès qu'on diversifie son activité, il y a aussi des investissements matériels qui sont en lien et qui peuvent être aussi coûteux. Alors pas aussi coûteux peut-être que le surgelé, mais il faut voir en termes d'équilibre financier s'il y a un débouché en face. C'est-à-dire que la demande en coulis de tomates est peut-être pas si colossale que ça. Donc il faut aussi réfléchir à proposer une offre qui répond à une demande. C'est-à-dire que soit se rapprocher effectivement de débouchés en restant sur la restauration collective, pourquoi pas, effectivement, le coulis de tomates, ça peut être un exemple. Mais aussi voir d'autres débouchés sur des types de magasins, épiceries ou autres. Ce qui fonctionne assez bien, et nous qui est saturé, c'est des outils qui proposent donc une prestation de transformation pour des producteurs et qui, du coup, le producteur amène son produit et il récupère sa conserve avec l'étiquette au nom du producteur. Et c'est lui qui se débrouille, en fait, finalement, de la commercialisation. Donc, ça veut dire qu'il est assez implanté sur les circuits cours et de vente directe, etc. Donc ça peut être une offre qui peut être complémentaire parce qu'on a en tête un outil qui est sur Bergerac. Je me suis rendu compte en allant dans le Médoc qu'en fait, il y a des producteurs du Médoc qui vont jusqu'à Bergerac pour pouvoir faire de la conserve de légumes.
attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réflexion et qui fleurissent sur le territoire aussi. Il y en a que vous avez étudié dans l'étude et qu'on a parmi nos adhérents qui envisagent effectivement de monter un aspect légumerie et conserverie. Donc oui, mais il ne faut pas que ce soit le nouveau modèle à dupliquer partout. Il faut de la place. Si on fait de la conserverie, ça veut dire de la cuisine, un autoclave, etc. Donc c'est vraiment à réfléchir. Côté mutualisation, parce que toutes les légumeries n'ont pas tout à fait les mêmes gammes ou les mêmes outils. Certains vont être équipés pour faire de l'oignon. On a compris que l'oignon, c'était assez compliqué, que personne ne voulait le faire. Et avoir une forme de complémentarité et de mutualisation, effectivement, ce sujet de l'hygiène peut venir sur le tapis, de savoir qui a la responsabilité, qui s'occupe de la commercialisation. Donc ça nécessite une réflexion globale, mais ça nous paraît être une piste intéressante, en tout cas pour valoriser les outils existants et renforcer leur compétitivité économique. C'est ce qu'on a essayé de faire en mettant en lien des légumeries, une plateforme de distribution, des opérateurs de l'amont pour voir finalement s'il n'y a pas une forme de synergie à avoir pour se répartir des territoires géographiques, se répartir des produits, etc. Isabelle Bard, chef de la légumerie de l'ESAT Magellan. Je me positionne en tant que aussi gestionnaire, mais de cuisine en fait, que ce soit cuisine centrale, mais surtout cuisine de restauration commerciale ou petite collectivité. Il faut parler du cuisinier qui fait ses commandes. Quand on fait 100, 200, 300 couverts par jour, on ne peut pas commander à plein de fournisseurs parce qu'en fait, on ne peut pas avoir 2 livraisons chaque jour. Enfin, on essaye d'avoir des livraisons 2 fois par semaine. Autrement, ça prend du temps. Moi, j'ai mis les cuisiniers qui disent je ne peux pas diversifier trop les fournisseurs. Déjà, quand on arrive à 5, 6, 7, plus de 8, c'est pas possible, c'est ingérable. On ne sait plus où il faut commander. Moi, en fait, je rêve vraiment d'une plateforme logistique à Brienne où on trouve tous les producteurs locaux. Mais quelque chose où que ce soit facile pour les cuisiniers de n'importe quel type de restauration. Je veux dire, j'ai besoin de toute la panel en fait, de produits alimentaires dans une plateforme précise où en fait, on aurait une logistique. Voilà. Parce que nous, notre problématique, elle est quand même le logistique, soit pour se faire peut-être livrer, mais pour livrer. Je ne pourrais jamais livrer 20 sites par jour, quoi. C'est impossible. On n'est pas logisticien, on n'a pas une flotte de camions. Donc les légumeries qui fonctionnent aujourd'hui, il y a quand même aussi la gestion de cette flotte de camions à gérer, qui est très onéreuse. Astrid Joubert, chargée de mission à Bordeaux Métropole. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Il faut aussi avoir en tête que tous les producteurs ne veulent pas fournir les légumeries ou la restauration collective et du coup avoir une idée d'un maillage logistique sur une plateforme qui regrouperait tout le monde. C'est un peu parfois utopiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tout le monde. Et il y a déjà des choses qui se passent. En fait, c'est ça qui est limite le plus compliqué. Ce que fait le collectif des producteurs fermiers, ils le font parce qu'ils le font depuis longtemps en matière d'animation de réseau. C'est ce qu'a fait la filière bio sur la création des plateformes bio dédiées à la restauration collective. Par contre, il manque l'axe restauration commerciale ou autre et tout le reste. Et ça, c'est limite le plus dur à faire parce que si on n'a pas l'ADN, que pour le coup ont les Basques et les Béarnais de le faire depuis très longtemps au service de leurs producteurs et de leur territoire, ils sont très très bons là-dessus. Chez nous, on a moins cette capacité à créer du réseau entre les producteurs parce qu'on n'a pas le même ADN en fait de base. Il faut juste avoir ce point de vigilance là, mais ça peut être intéressant. Finalement, les légumeries soulèvent encore beaucoup de questions et on comprend que l'organisation des acteurs sur un territoire est primordiale pour réfléchir à un circuit de logistique logique qui soit bénéfique à tous. Que les différents gérants de légumeries se mettent en relation pour se compléter dans leur offre de produits aux besoins du territoire et que le rôle d'accompagnement et de coordination des collectivités pourrait être un levier majeur dans la structuration de ces filières locales. Il existe des outils assez nouveaux comme l'OBSAT, OBSAT, qui permet de cartographier les légumeries et les outils de transformation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il est porté par le RMT local. D'ailleurs, nous vous invitons à la visite de la légumerie Légumes Pro le 28 février 2023, une rencontre que nous orienterons sur la logistique liée aux outils de transformation. En parlant de logistique, un webinaire a eu lieu le 12 janvier. Retrouvez le replay sur notre site internet pqna.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe DAT de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande et à consulter nos ressources sur le site pqna.fr.